Qu'est-ce qu'un parasite comme toi fait ici? Sors d'ici tout de suite, ou j'appelle la police. Dans le salon, où la lueur du feu vacillait doucement, ma sœur biologique, Sophie Moreau, m'a craché ces mots au visage. Dans sa main, elle tenait le verre de marque de luxe que je lui avais offert comme cadeau de Noël l'année précédente. À l'intérieur tourbillonnait un vin millésimé qui vieillissait depuis des années dans la cave de mon chalet dans les Alpes, une bouteille valant plusieurs milliers d'euros. Ses lèvres brillaient sensuellement, tachées de ce liquide coûteux. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 38 ans. J'ai bâti mon entreprise immobilière à partir de rien et j'ai réussi, menant désormais une vie à l'abri des difficultés financières. Au travail, je me suis toujours targué de prendre des décisions calmes et réalistes. Cet endroit est mon sanctuaire, un havre de paix que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à créer. Et aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël, le seul jour de l'année que je chéris le plus. Après avoir enfin obtenu des vacances attendues depuis longtemps, je n'avais prévu rien de plus que de me blottir sous une couverture près du feu, de siroter un chocolat chaud et de laisser la paix m'envahir mon idée du luxe pur. Mais alors que je remontais la route privée menant à mon chalet, une voiture familière a attiré mon attention. Garé sur la place des invités se trouvait le VUS de luxe blanc de Sophie, celui-là même que je continuais de payer pour elle. À côté se trouvait un autre véhicule, une berline couverte de neige qui devait appartenir aux parents de Julien. Un frisson de malaise m'a parcouru la poitrine. Je n'avais parlé de ce voyage à personne. Bien sûr, j'avais donné à Sophie le code de la boîte à clé d'urgence à côté de la porte d'entrée, mais uniquement pour les vraies urgences. Jamais, dans mes pires cauchemars, je n'aurais pensé qu'elle débarquerait sans y être invitée avec toute la famille de son mari pour organiser une fête chez moi. Lentement, je suis sorti de ma voiture et j'ai posé ma main sur la lourde porte en chêne de l'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Au moment où je l'ai poussée, ce n'est pas seulement l'air chaud de la cheminée qui a effleuré mon visage. Une musique forte, des éclats de rire et la chaleur de plusieurs corps mêlés dans la fête m'ont frappé d'un seul coup. Dans le salon se trouvait Sophie, son mari Julien, et sans aucun doute ses parents et ses frères et sœurs. 7 personnes au total se prélassaient comme si c'était leur maison. La table basse était un désordre d'os de dinde et de bouteilles de champagne vides. Seul leur ridicule pull de Noël me rappelait quel soir c'était censé être. Leur manteau était jeté sur le canapé. Mais ce qui m'a vraiment glacé sur place, c'est la vue au-dessus de la cheminée. La photo encadrée de mes parents, que je chérissais depuis des années, avait été mise de côté. À sa place se trouvait un grand portrait de famille souriant des parents de Julien. Ce n'était pas une simple fête. Je le sentais dans mes tripes. La pièce était imprégnée de quelque chose d'incontestable, l'odeur de personnes y vivant réellement. Oui, c'était l'odeur chaude et renfermée d'une maison occupée depuis des jours. Même lorsque je suis entré, ils ne m'ont pas remarqué au début. Puis Julien, affalé avec arrogance sur le canapé, a pointé dans ma direction, et la musique s'est arrêtée brusquement. Sa mère s'est levée, surprise. « Oh, vous devez être Amélie. Vous êtes rentrée bien plus tôt que Julien ne l'avait dit. Comment s'est passé votre voyage ?» À ces mots, j'ai froncé les sourcils. « Voyage ?» À ce moment-là, Sophie est sortie de la cuisine, un verre de vin à la main. Quand elle m'a vu, son visage s'est crispé d'irritation. Et puis, l'odeur du vin s'accrochant à son haleine, elle m'a lancé ces mots d'ouverture. Le visage de Sophie était rouge, un mélange d'alcool et de la lueur de la cheminée. Son explosion a glacé l'air de la pièce. Les plus stupéfaits étaient les parents de Julien. « Sophie, comment peux-tu dire une chose pareille à ta sœur, celle qui vous a si gentiment prêté ce chalet de montagne ?» En cet instant, tout s'est mis en place. Sophie et Julien leur avaient dit que j'étais parti pour un long voyage d'affaires à l'étranger et avaient inventé une histoire selon laquelle je leur avais généreusement prêté la maison pour les vacances. Ils m'avaient trompé non seulement moi, mais même les propres parents de Julien. Je ne me souviens pas l'avoir prêté à qui que ce soit, ai-je dit doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Et je ne suis parti pour aucun voyage. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Le père de Julien s'est tourné vers son fils, exigeant une explication. Julien est resté figé, le visage aussi pâle que s'il avait vu un fantôme. Oui, c'est ma maison. J'ai pris une lente inspiration, emplissant mes poumons de l'air glacial de la montagne. Mes doigts, tremblants de colère, se sont enfoncés dans les poches de mon manteau tandis que je forçais ma voix à rester calme. La police. Allez-y, appelez-les si vous osez. Pendant un bref instant, la peur a vacillé dans les yeux de Sophie,
mais elle l'a rapidement dissimulé sous un sourire de défi et a attrapé son téléphone sur la table. Très bien, si c'est ce que tu veux. Je vais dire à la police que cette femme essaie de gâcher notre fête de Noël. Alors que ses doigts tremblants composaient le numéro, la pièce est tombée dans un silence contre nature. La famille de Julien a échangé des regards inquiets, réalisant enfin que ce n'était pas une dispute ordinaire. Environ 20 minutes plus tard, à travers la fenêtre, j'ai vu le flash des gyrophares rouges et bleus se refléter sur la neige à l'extérieur du chalet. Quand j'ai répondu au lourd coup frappé à la porte, 2 policiers se tenaient là, tous deux semblant sérieux et professionnels. Leurs yeux ont balayé la scène chaotique à l'intérieur avant de se poser sur Sophie et moi avec une suspicion évidente. Nous avons reçu un signalement. Que se passe-t-il exactement ici, a demandé l'un d'eux. Saisissant l'occasion, Sophie a élevé sa voix perçante. C'est elle. Elle a fait irruption de nulle part et a gâché nos vacances. C'est une harceleuse. C'est ma sœur, ai-je interrompu, gardant mon ton calme et stable. Et c'est ma maison. Ils sont entrés sur la propriété sans ma permission. Les 2 policiers ont échangé des regards perplexes. C'est un mensonge. C'est notre maison, a crié Sophie, sa voix se brisant. J'ai soupiré doucement et j'ai ouvert la mallette que je portais toujours pour le travail. De l'intérieur, j'ai sorti plusieurs documents, l'acte de propriété prouvant que le chalet m'appartenait, les reçus d'impôts fonciers et ma pièce d'identité. Sans un mot, je les ai tendus à l'un des policiers. Il a examiné chaque page attentivement sous le faisceau de sa lampe de poche. Ce sont des faux. Évidemment des faux, a hurlé Sophie. Mais l'expression du policier n'a pas changé. Après un moment, il a levé les yeux, m'a rendu les documents et a tourné un regard sévère vers Sophie et Julien. Madame, si ces documents sont légitimes, cette propriété appartient à Amélie Dubois, cette dame ici présente. Cela signifie que vous et votre famille séjournez ici sans son consentement. En vertu du droit français, cela pourrait constituer une violation de propriété privée. À ces mots, le sang a quitté le visage de Sophie. Au même moment, la mère de Julien s'est effondrée faiblement sur le sol. Oh mon Dieu! Nous avons été trompés par notre propre fils et sa femme. Je suis terriblement désolé, s'est-elle excusée sincèrement auprès de moi, la voix tremblante de culpabilité. J'ai accepté ses excuses en silence, puis j'ai parlé fermement sans hésitation. Merci pour vos paroles. Cependant, que vous ayez été trompé ou non n'est plus le problème pour moi. Le fait est que votre famille a occupé mon espace le plus privé sans ma permission. Et surtout, parce que vous étiez ici, j'ai enduré la pire humiliation de ma vie, être insulté par ma propre sœur dans ma propre maison. Pour cette seule raison, je ne peux plus vous garder dans cette maison. Julien s'est agité, balbutiant, eh bien, nous juste. Nous fêtions Noël. Parce que nous sommes de la famille, nous devrions être autorisés à l'utiliser, a crié Sophie dans une dernière tentative de protestation. Nous sommes sœurs de sang. À cela, le policier a secoué la tête avec une incrédulité sincère. Malheureusement, les liens familiaux ne sont pas un sauf-conduit pour la violation de propriété. Mademoiselle Dubois, que souhaitez-vous que nous fassions? Voulez-vous qu'il soit expulsé? Tous les yeux se sont plantés en moi. Les yeux de Sophie étaient humides de colère et d'humiliation. Je l'ai regardée fixement, et pendant un instant, j'ai pensé à notre mère, décédée plusieurs années auparavant. Sophie est encore naïve et rêveuse. S'il te plaît, soutiens-la pour qu'elle ne s'égare pas. C'étaient les derniers mots de ma mère. Pour honorer cette promesse, j'avais soutenu Sophie et les autres tout ce temps. J'avais supporté ses dépenses excessives et les échecs de Julien. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le sens du devoir d'une sœur de protéger la seule famille qu'elle avait dans ce monde. Mais j'avais atteint ma limite. J'ai hoché la tête en silence. Oui, je veux qu'ils quittent tous ma maison immédiatement. Alors, s'il vous plaît, faites vos bagages, a dit l'un des policiers après un signe de tête. Le salon s'est rempli de soupirs désespérés et de petites malédictions. Au milieu de cela, j'ai calmement sorti mon smartphone et l'ai déverrouillé avec mon empreinte digitale. La lueur bleu-blanc de l'écran a illuminé mon visage calme. Le mouvement de Sophie et des autres, qui avaient commencé à contre-cœur à emballer leurs affaires sur l'ordre du policier, s'est arrêté net. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur le smartphone dans ma main. L'application que j'avais ouverte était l'application bancaire que j'utilisais pour gérer mes actifs. Sans m'adresser à personne en particulier, mais en parlant assez clairement pour que tout le monde entende,
j'ai commencé à décrire mes actions, étape par étape. D'abord, Sophie, l'appartement dans lequel tu vis c'est l'une des propriétés que je possède. S'il était loué au prix du marché, il vaudrait 2300 € par mois. Mais je te le laisse pour le seul coût de l'entretien. J'ai fait ça parce que je croyais que c'était ma responsabilité finale en tant que ta sœur. Ce privilège prend fin aujourd'hui. Quand j'ai appuyé sur l'écran de confirmation, un carillon numérique et stérile a résonné dans la pièce. Sophie a laissé tomber l'ornement de Noël qu'elle tenait. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Sa voix tremblait. Ensuite, j'ai tourné mon regard directement vers les parents de Julien, qui étaient assis voûtés sur le canapé, et le confortable appartement dans lequel vous vivez actuellement. Vous souvenez-vous comment vous l'avez obtenu? J'ai trouvé cette propriété moi-même en utilisant mon expertise immobilière sans facturer de commission, et j'ai personnellement signé en tant que votre garant pour que vous puissiez emménager. J'ai investi là-dedans parce que je croyais qu'un foyer stable pour vous profiterait finalement à votre fils. Et voilà le résultat. Les parents de Julien ont détourné les yeux, incapables de soutenir mon regard, accablés par la culpabilité. J'ai de nouveau baissé les yeux sur mon écran. C'est aussi pour cela que j'ai fourni la voiture. Le VUS garé dehors. Sophie m'a supplié en larmes, disant qu'il était nécessaire pour les visites à l'hôpital et les courses de ses beaux-parents. Alors, j'ai couvert le prêt moi-même. Et maintenant, tu utilises cette même voiture pour entrer par effraction chez moi et me traiter de parasite. Quelle blague parfaite. Ce paiement de prêt annulé. Demain matin, je donnerai l'ordre à la société de financement de la saisir. De nouveau, le son électronique impitoyable a retenti. Non, cette voiture. Elle est à Sophie. Julien a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Son père ne pouvait que me regarder en silence, abasourdi. Après avoir terminé chaque opération, j'ai éteint l'écran du téléphone. Puis, pour la première fois, j'ai croisé de front les yeux figés de ma sœur. Ce que j'y ai vu n'était pas de la colère. C'était de la peur pure. Au moment où tu m'as traité de parasite, j'ai pris ma décision. Le total que je t'ai donné au fil des ans dépasse facilement les 45 000 €, mais à partir de maintenant, je ne dépenserai plus un centime pour vous. Les lèvres de Sophie ont tremblé comme si elle voulait parler, mais aucun mot n'est sorti. Son arrogance avait disparu, remplacée uniquement par la terreur froide de faire face à la réalité qui l'attendait. Son mari, Julien, fixait simplement le sol en silence. Les parents et les frères et sœurs de Julien ont rassemblé leurs affaires à la hâte, comme s'ils essayaient de fuir une catastrophe. Ils n'ont plus tenté de défendre Sophie et Julien. D'après leurs épaules affaissées et leurs mouvements précipités, il était clair qu'ils voulaient seulement s'échapper de ce cauchemar le plus rapidement possible. L'un des policiers a doucement tapoté les épaules de Sophie et Julien, qui se tenaient toujours figés sur place. « Allez, vous deux. La neige tombe plus fort dehors. Si vous ne bougez pas bientôt, la route va geler. » L'autre policier a tourné un regard sévère vers Julien. « Je ne sais pas comment vous êtes tous arrivés ici, mais je suppose que quelqu'un conduit pour redescendre cette route enneigée. Y a-t-il quelqu'un de sobre? Parce que si chacun d'entre vous a bu, vous passerez la nuit en prison pour conduite en état d'ivresse au lieu de violation de propriété. » À cela, le père de Julien a maladroitement levé la main. Je n'ai rien bu. Je prendrai la responsabilité de ramener tout le monde à la maison en toute sécurité. Le policier l'a regardé d'un œil sceptique pendant un moment, puis a hoché la tête. Bien. Alors mettez-vous en route. À ces mots, Sophie s'est soudainement élancée vers l'avant, s'accrochant à un dernier espoir désespéré, et a tenté de se précipiter vers moi. Amélie, s'il te plaît, réfléchis. C'est Noël. Tu ne peux pas nous jeter dehors dans le blizzard comme ça. S'il te plaît. Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, le policier l'a attrapée par le bras et l'a arrêtée. Ça suffit, madame. Si vous causez plus de problèmes, nous devrons vous emmener pour obstruction à la justice. Cet avertissement final l'a complètement brisée. Sophie a failli s'effondrer, mais Julien l'a rattrapée juste à temps, soutenant son corps tremblant. Ils ont ramassé leurs manteaux et leurs sacs parmi les débris de la fête, les boissons renversées, les décorations déchirées et les assiettes éparpillées, la tête baissée comme des condamnés, se sont lentement dirigés vers la porte. Juste avant qu'elle ne se ferme, Sophie s'est retournée et m'a lancé un regard plein de haine et de supplication à la fois. J'ai soutenu son regard sans le moindre changement d'expression.
Le bruit sourd de la porte qui se fermait a résonné dans la pièce, et enfin, le silence est revenu dans mon chalet. Les policiers sont partis après avoir dit « Désolé pour le dérangement, madame. Appelez-nous si autre chose se produit. » Je suis resté seul au milieu du salon en ruine. Seule la cheminée continuait de vaciller doucement comme si rien ne s'était passé. À travers la fenêtre, j'ai regardé les gyrophares rouges et bleus s'estomper au loin et j'ai expiré un long et lourd soupir. Alors que l'adrénaline se dissipait, tout mon corps a commencé à se sentir lourd, comme du plomb. Je me suis enfoncé profondément dans le canapé et j'ai fermé les yeux. Il y a quelques heures à peine, j'attendais avec impatience des vacances de Noël paisibles ici. Et maintenant, cela semblait être un souvenir d'une autre vie. La table basse devant moi était jonchée des restes de leur chaos, des assiettes sales, des verres à moitié vides et les os pitoyables d'une dinde dépecée. J'ai ramassé l'un des verres, celui de marque de luxe que Sophie utilisait. C'était le même verre que je lui avais offert pour son anniversaire. En fixant la légère tache rouge de vin laissée à l'intérieur, les souvenirs ont commencé à affluer. Quand nos parents sont décédés à quelques années d'intervalle, j'étais au début de la trentaine, luttant pour construire ma carrière. Sophie, encore étudiante à l'époque, avait perdu les personnes dont elle dépendait le plus et était devenue émotionnellement instable. En la voyant ainsi, je lui avais dit, à partir de maintenant, je serai ta famille. Cette promesse est finalement devenue une lourde chaîne à mon cou. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, Sophie a refusé de trouver un travail stable. Je ne suis pas né pour m'asseoir dans un bureau. J'étais destiné à vivre une vie plus créative. C'était son refrain constant. Après avoir épousé Julien, son attitude n'a pas changé. Julien travaillait dans la vente, mais ses performances étaient médiocres, et son seul revenu ne pouvait pas supporter les habitudes de dépenses de Sophie. Alors, j'ai commencé à payer leur loyer. Au début, c'était censé être juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, mais d'une manière ou d'une autre, cette période s'est étirée sur 3 ans. Quand Sophie a plaidé en larmes, les parents de Julien vieillissent, et ils n'ont aucun moyen de se rendre à l'hôpital ou de faire les courses. S'il te plaît, ils ont besoin d'une voiture, j'ai encore cédé. Finalement, j'ai payé la compte pour le grand VUS et j'ai même couvert les mensualités du prêt. Ce n'était pas par gentillesse. C'était ma façon d'éviter les excuses futures, un investissement pour éviter le jour où il viendrait de nouveau me voir, demandant de l'argent sous prétexte de soins. J'ai reposé le verre sur la table et j'ai ajouté de nouvelles bûches dans la cheminée. Les flammes ont repris vie avec force, crépitant et claquant doucement dans la pièce silencieuse. En écoutant le crépitement du feu, je me suis mise à tout remettre en question. Quand notre relation était-elle devenue si tordue? J'avais toujours cru que j'agissais par respect de ma promesse à notre défunte mère, par sens du devoir en tant que sœur aînée. Mais peut-être, en fin de compte, étais-je celle qui avait transformé Sophie en quelqu'un d'incapable de se débrouiller seule. Elle avait toujours été intelligente à sa manière. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle utilisait les larmes comme son arme. Et chaque fois que les choses tournaient mal, elle trouvait quelqu'un d'autre à blâmer. À chaque fois, nos parents cédaient, et finalement, moi aussi. Quand elle a épousé Julien, j'ai secrètement espéré qu'il réussirait là où j'avais échoué. J'espérais qu'il serait celui qui la garderait les pieds sur terre. Mais cet espoir a été brisé de la manière la plus insensée qui soit. Julien était encore plus faible que Sophie, un homme qui craignait le changement et préférait le confort à la confrontation. Plutôt que d'arrêter ses dépenses, il en a profité, utilisant son indulgence pour masquer son propre manque de succès. Devant moi, il portait toujours cette même expression d'excuse et disait « Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Amélie. » Mais ces mots n'étaient jamais suivis d'actes. Ensemble, ils se sont appuyés sur moi, se nourrissant de ma bonne volonté, un exemple parfait de coexistence parasitaire. Quand Sophie m'a traité de parasite, ce n'était pas un lapsus dû à l'ivresse. C'était sa vérité, dépouillée de toute prétention. Il n'y avait jamais eu une once de gratitude dans son cœur, seulement un sentiment de dû et du mépris pour celle qui subvenait à ses besoins. Pendant tout ce temps, j'avais détourné le regard de cette réalité. Peut-être avais-je simplement peur de perdre le dernier fil qui me liait à la famille. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce que j'ai coupé cette nuit-là n'était pas seulement un soutien financier. J'ai tranché l'illusion. La malédiction déguisée en famille. Pendant un bref instant, je me suis demandé comment ils allaient. Très probablement, ils s'étaient réfugiés chez les parents de Julien. Mais cela ne durerait pas longtemps. Sophie, avec sa nature égocentrique,
n'avalerait jamais assez sa fierté pour vivre harmonieusement sous le toit de quelqu'un d'autre. Ce qui les attendait maintenant, c'était une réalité longue et dure, où ils devraient se débrouiller seuls. Chaque facture que j'avais autrefois couverte leur tomberait dessus d'un seul coup, le loyer, le prêt de la voiture, et surtout, la fierté de Sophie. La fierté d'une femme qui était devenue accro au luxe sans jamais l'avoir mérité. Son monde commencerait à s'effondrer silencieusement. À partir de ce soir. Et je serais ici, dans le chalet silencieux, à simplement regarder cela se produire de loin. Quand le matin de Noël est arrivé, c'était comme si cette nuit chaotique n'avait jamais existé. Les montagnes étaient enveloppées d'un silence parfait et d'un blanc infini. Mon téléphone est resté éteint. Pour la première fois depuis des années, je commençais de vraies vacances, sans interruption, sans obligation. J'ai passé la semaine suivante isolé dans le chalet, enveloppé de quiétude. J'ai lu en regardant la neige, cuisiné des repas élaborés juste pour moi, et regardé des films le soir avec un verre de vin à la main. J'ai essayé de ne pas penser à Sophie et les autres. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y avait plus besoin de penser à eux. Leur avenir n'était plus mon problème. Quand les vacances se sont terminées et que je suis retourné à mon bureau à Lyon, la réalité m'attendait déjà. Alors que je parcourais la pile de rapports sur mon bureau, le téléphone interne a sonné. C'était un appel de la société de gestion immobilière qui s'occupait de mes logements locatifs. Mademoiselle Dubois, c'est au sujet de Sophie Moreau et de son mari. Nous n'avons toujours pas reçu leur loyer pour ce mois-ci, et nous n'avons pas pu les contacter. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier. La date limite de paiement était déjà passée de 5 jours. Je vois, ai-je dit d'un ton neutre. S'il vous plaît, procédez selon le protocole standard défini dans le contrat de location. Envoyez la mise en demeure de paiement et l'avis d'expulsion comme prévu. Aucune prolongation, aucune exception. Je comprends. La voix à l'autre bout du fil portait une pointe d'hésitation. Il savait probablement que je louais l'appartement à ma sœur et à son mari à un tarif fortement réduit. Mais je n'ai rien dit de plus et j'ai mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de la société de financement automobile. L'objet était « saisie du véhicule effectué ». J'ai ouvert le fichier joint pour trouver une photo du VUS blanc garé sur le bord d'une route enneigée, attelé à une dépanneuse. J'ai glissé le courriel directement dans la corbeille et je suis retourné au travail. Il n'y avait pas une seule goutte d'émotion en moi. Les rouages de leur effondrement avaient commencé à tourner plus vite et de manière beaucoup plus précise que je ne l'avais imaginé. Quelques jours plus tard, un vendredi soir, je me détendais dans mon appartement quand mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose dans ma poitrine s'est agité et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Allô, Amélie ? C'est moi. Une voix faible et tendue est venue de l'autre côté. Celle de Sophie. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis cette nuit au chalet. Que veux-tu ? Mon ton était froid. Je pouvais l'entendre inspirer brusquement de l'autre côté. Comment as-tu pu ? C'est cruel. Tu nous as mis dehors, tu as pris la voiture. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Sa voix devenait plus frénétique à chaque mot. Nous logeons chez les parents de Julien, mais c'est insupportable. Sa mère m'insulte tous les jours, et Julien ne fait que me blâmer pour tout. Tu es responsable de ta propre situation, ai-je dit sèchement. Tu fais face aux conséquences de tes propres choix. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est toi qui as tout coupé. Tu ne te sens pas un peu responsable ? Responsable ? Ne me fais pas rire. Je ne suis pas ta mère. Tu as 32 ans, Sophie. N'est-il pas temps que tu apprennes à prendre soin de toi ? Cela a semblé briser le peu de fierté qui lui restait. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié. Il est impossible que nous survivions avec le seul salaire de Julien. Il est inutile. Il fait de grands discours, mais il n'est jamais promu. Il ne subvient jamais à nos besoins, puis je l'ai entendu. Une voix masculine étouffée de l'autre côté. Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'était Julien. Apparemment, il se tenait assez près pour entendre chaque mot. Attends, j'ai entendu Sophie halter. Mais c'est vrai. C'est vrai parce que tu dépenses chaque euro que je gagne comme de l'eau. Le cri de Julien était si fort qu'il a percé la ligne. De qui penses-tu que c'est la faute si nous vivons comme ça ? Leur dispute a éclaté de plein fouet. Des cris, des reproches,
des accusations lancées à la volée, le son de deux personnes se déchirant mutuellement. J'ai écouté leur laide dispute sans rien ressentir. Puis un grand fracas a résonné dans le téléphone, quelque chose heurtant le sol, et l'appel s'est interrompu. J'ai doucement posé mon téléphone sur la table. Le deuxième mouvement de leur effondrement avait commencé. 2 autres semaines se sont écoulées après cet appel. Sophie n'a jamais recontacté. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit de Noël orageuse, je suis resté dans le chalet de montagne, enveloppé de paix et de silence. Mon téléphone est resté éteint. La neige à l'extérieur a enseveli le bruit de la ville et, avec lui, tous les souvenirs désagréables. Pendant ce temps, leur monde s'effondrait plus vite et plus complètement que je ne l'avais prévu. Quand je suis retourné au bureau après les vacances, les rapports ont commencé à arriver, calmes, factuels et implacables. Le gestionnaire immobilier a écrit « Avis d'expulsion émis pour non-paiement de loyer ». Sophie a été dépouillée de son style de vie et méprisée quotidiennement par ses beaux-parents. Et Julien a finalement perdu patience une fois que mon filet de sécurité financier, l'illusion de stabilité, a disparu, le laissant face à face avec l'extravagance de sa femme et son refus de travailler. La rumeur disait que Julien avait officiellement demandé le divorce. Il n'y avait pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, car il ne restait plus rien à partager. J'ai simplement observé tout cela se dérouler en silence. Un jour, alors que le printemps commençait à montrer son doux visage, j'étais au chalet, qui avait depuis longtemps retrouvé sa tranquillité, quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai répondu. Amélie. La voix à l'autre bout du fil était mince, frêle, méconnaissable. C'était Sophie. Je suis désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Nous sommes sœurs, n'est-ce pas? J'ai regardé le paysage printanier calme devant moi et j'ai pris une lente inspiration. Sophie, je vais te donner un dernier conseil. Quoi? La prochaine fois que tu te trouveras en difficulté, ne m'appelle pas. Appelle les policiers, comme tu l'as fait cette nuit-là. Qui sait, peut-être que cette fois, ils prendront ton parti. Ce fut la dernière chose que je lui ai jamais dite. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel et j'ai ajouté son numéro à ma liste de blocage. Il n'y a plus de parasites dans ma vie. À partir de maintenant, je vais pleinement embrasser la liberté que j'ai gagnée, le calme, la beauté et la vie qui est enfin, complètement mienne.